Depuis des années, la Palestine est au centre de la pauvreté, de la victimisation et d'un sentiment permanent d'injustice. Aujourd'hui, ces terres ne sont pas seulement une géographie, elles portent aussi l'histoire des déplacements, des migrations forcées et des vies brisées. Des familles ont déménagé, des villages se sont vidés. Des êtres humains ont été arrachés aux terres où ils étaient nés. Les relations avec Israël, les conflits et l'état de guerre permanent apparaissent aujourd'hui non seulement comme une question régionale, mais aussi comme un enjeu mondial. Il existe une opinion répandue sur ce sujet. Les Palestiniens ont vendu leurs terres aux Juifs. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, nous n'apporterons pas une réponse courte à cette question. Au contraire, nous allons tenter de comprendre le processus historique derrière cette affirmation. Pour cela, nous ne commencerons pas par aujourd'hui, mais par le passé, plus précisément par l'époque de l'Empire ottoman. Au XVIe siècle, les Ottomans ont dominé la région. Ils ne se sont pas contentés d'y installer leurs soldats. Ils y ont apporté un ordre. Ils ont établi un système qui a façonné la vie de la terre et des hommes. L'État était le propriétaire foncier. Les paysans travaillaient sur les terres, mais la propriété appartenait à l'État. Le nom de ce système était le moucha. Pour les paysans, la terre n'était pas un outil d'investissement. Elle était la vie elle-même. Toutes les terres du village étaient utilisées en commun par les habitants. Chacun avait sa part, mais personne ne possédait une parcelle spécifique. Au fil des années, les terres étaient cultivées par rotation entre les différentes familles. L'accès aux terres fertiles et non fertiles était assuré de manière égale. Le rythme de la vie tournait autour de ce partage. Le moucha ne maintenait pas seulement la production, mais aussi l'équilibre de la société. Personne ne restait sans terre. Les risques et les gains étaient partagés. La solidarité constituait la base du village. L'État, en tant que propriétaire, veillait au maintien de l'ordre, mais n'intervenait pas dans la vie quotidienne des paysans. Ainsi, dans les villages palestiniens, la vie s'écoulait autour des semailles, des récoltes, du voisinage et des relations familiales, en symbiose avec la terre. Ce système a sécurisé la vie des paysans pendant des siècles. Le moucha est resté l'une des pierres angulaires du tissu historique de la Palestine. L'Empire ottoman avait maintenu l'équilibre entre la terre et le paysan grâce au système du moucha pendant des siècles. Mais au XIXe siècle, l'Empire a réalisé qu'il ne pouvait plus continuer avec l'ancien ordre. L'Empire ottoman devait se moderniser. Il voulait renforcer l'autorité centrale, organiser le système fiscal et contrôler les obligations militaires. Car désormais, l'enjeu n'était plus seulement la culture de la terre, mais la capacité de l'État à tout enregistrer. Qui vit où? Qui possède combien de terres? Qui paiera? Quel montant d'impôts? Tout cela était incertain. C'est précisément à ce moment que l'État a voulu rendre la terre plus visible et contrôlable. Cela est devenu possible avec le Code foncier, promulgué en 1858. Avec cette loi, la terre a commencé à devenir non plus seulement une zone cultivée, mais un bien officiellement enregistré. Pour l'État, c'était une étape vers la modernisation. Mais on ne savait pas encore comment ce changement serait accueilli sur le terrain, surtout dans les villages. Cependant, ce changement ne s'est pas déroulé sur le terrain comme il l'était sur le papier. Pour les paysans, le problème était tout autre. Ils cultivaient la terre depuis des siècles, mais n'avaient jamais eu à l'enregistrer officiellement à leur nom. Maintenant, l'État le leur demandait. Mais pour le paysan, obtenir un titre de propriété n'était pas seulement une question de droit. Cela signifiait aussi plus d'impôts. Cela signifiait aussi le service militaire. C'est pourquoi de nombreux paysans ont évité d'enregistrer les terres à leur nom, et c'est là que le système a commencé à se briser. Les paysans se sont tournés vers les notables locaux en qui ils avaient confiance. Au lieu d'enregistrer leurs terres à leur propre nom, ils les ont inscrites au nom des grands propriétaires terriens puissants de la région. Ou bien, ces grandes familles ont accepté de prendre ces enregistrements à leur compte. Ces familles, vivant à Damas ou à Beyrouth, étaient plus proches de l'État, connaissaient le système et savaient évoluer dans ce nouvel ordre. Mais cela a eu une conséquence. Le paysan a continué à cultiver la terre, mais il n'en était plus le propriétaire légal. La terre restait en place, le paysan aussi, mais la propriété avait discrètement changé de main. À ce stade, un nouvel acteur entrait en scène, les grands propriétaires terriens de la région, en particulier les riches familles vivant à Damas et à Beyrouth.
Certaines de ces familles avaient établi des relations étroites avec la bureaucratie ottomane, s'étaient enrichies grâce au commerce et comprenaient bien le nouveau système. Parmi elles, il y avait aussi de grandes familles d'origine grecque qui avaient gagné en puissance grâce à la banque, au commerce et aux relations établies avec l'État. Pour les paysans, ces familles étaient une porte de confiance car elles connaissaient l'État, les lois et savaient agir au sein du nouveau système. C'est pourquoi de nombreux paysans ont fait enregistrer leurs terres au nom de ces grandes familles plutôt qu'aux leurs. Mais avec le temps, cette situation a pris un sens différent. Pour ces familles, la terre n'était plus seulement une zone de culture, mais un bien qui pouvait être acheté et vendu. La terre, qui était un espace de vie pour le paysan, a commencé à se transformer en valeur, en investissement pour les notables. Et ainsi, pour la première fois en Palestine, le lien entre la terre et l'homme qui la cultive a commencé à s'affaiblir. C'est précisément à ce moment qu'un autre acteur est apparu sur la scène. Les Juifs cherchant une patrie sûre avec la montée du courant nationaliste en Occident. Les groupes sionistes qui ont commencé à arriver en Palestine à partir des années 1880 ne poursuivaient pas des rêves romantiques. Derrière eux se trouvaient de grands financiers comme Rothschild, la structure institutionnelle de l'Organisation sioniste mondiale et une stratégie systématique d'acquisition de terres. Ces deux parties se sont rencontrées sur un terrain très calme et totalement légal. Les notables voulaient vendre, les sionistes voulaient acheter. Le système du cadastre ottoman a rendu cet échange possible. Sur le papier, tout était parfaitement légal. Mais il y avait une partie absente de la table, les paysans, ceux qui avaient établi un lien organique avec la terre à travers des générations de mouchas. Cependant, selon le système cadastral ottoman, la terre était désormais enregistrée au nom des notables. Le paysan n'avait aucun droit légal sur cette terre. Dès que la propriété changeait de main, les nouveaux propriétaires disaient aux paysans « Cette terre est maintenant à nous. Vous êtes locataires ici. Nous prévoyons d'utiliser ce terrain différemment. » Ce fut le point de rupture de la question foncière en Palestine. Pas par la guerre, mais par une transaction notariale, un droit sur le papier a dévalorisé le travail millénaire des paysans. La colonisation sioniste ne s'est pas limitée à l'achat de terres. À partir des années 1880, une stratégie de colonisation planifiée et systématique a été mise en œuvre en Palestine. Chaque nouvelle colonie visait non seulement à acquérir des terres, mais aussi à modifier la structure démographique et économique de la région. Les petits villages, les wadis et les zones côtières étaient stratégiquement choisis. Les ressources en eau, les voies de transport et les zones agricoles étaient prises en compte. Le sultan ottoman Abdulhamid a remarqué ce processus et a tenté d'intervenir. Il a limité certaines ventes de terres, il a instauré des obstacles bureaucratiques pour arrêter les nouveaux plans de colonisation. Mais les pressions européennes, les puissances financières et le chaos au sein de la bureaucratie ottomane ont souvent rendu ces interventions inefficaces. À l'arrivée de la Première Guerre mondiale, la domination ottomane a été totalement ébranlée et la région est entrée dans une nouvelle ère. Les mouvements de colonisation sioniste se sont accélérés. Désormais, il ne s'agissait plus seulement d'achats de terres individuelles, mais de zones de colonisation permanente et de projets d'infrastructures. Les paysans de Palestine ont été éloignés de leurs liens organiques avec le moucha et ont largement perdu le contrôle de leurs terres. Ainsi, la colonisation planifiée venue de l'extérieur et l'intervention limitée des Ottomans ont modifié de manière permanente le tissu social et économique de la Palestine. Après la déclaration Balfour, lorsque la Grande-Bretagne a établi le mandat, le terrain a totalement changé pour le mouvement sioniste. Il n'était plus nécessaire de naviguer dans les labyrinthes de la bureaucratie ottomane ou de négocier avec des intermédiaires à Damas pour acheter de la terre. L'administration mandataire britannique offrait un cadre légal à l'immigration juive et aux acquisitions foncières. L'argent était prêt. Le Fonds national juif, Keren Kayemet, créé au sein de l'Organisation sioniste mondiale, était l'outil conçu à cet effet. Il collectait des dons, achetait des terres et déclarait les terrains acquis comme propriété juive permanente. Une fois qu'une terre passait au fond, elle ne pouvait plus être vendue ni louée et aucun non-juif ne pouvait y travailler. Ce mécanisme fonctionnait avec une patience et un système extrême. La majeure partie des terres provenait toujours des grands propriétaires de Beyrouth et de Damas. La famille Sursok a vendu les vastes terres de la plaine de Marj ibn Amir au Fonds national juif. Pour eux, c'était une opportunité de sortie. Une transaction immobilière dont la valeur avait été estimée, négociée et documentée. Mais pour les paysans vivant sur cette terre, cette transaction portait un sens totalement différent. Lorsque la propriété changeait, le message envoyé aux paysans était clair. Cette terre appartient désormais au Fonds national juif. Seuls des ouvriers juifs peuvent y travailler. Les fellahs,
qui cultivaient cette terre depuis des générations ont perdu, par une simple décision notariale, à la fois leurs terres et leurs moyens de subsistance, et ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Ainsi, un nouvel ordre s'établissait en Palestine. Le lien ancestral entre la propriété de la terre et les hommes qui la cultivent était systématiquement rompu. Les paysans n'étaient de plus que des locataires dans les champs qu'ils cultivaient et récoltaient autrefois librement dans leur propre village. La racine du différend et du conflit qui perdure depuis des années réside précisément dans ce changement de main de ces terres, effectué sans jamais demander l'avis de leur peuple.